Je suis Benjamin Debuté de la société DC Brain. Bonjour tout le monde, moi Hicham Raïs de la société IDEX. Aujourd'hui, on va vous parler du sujet de la digitalisation dans le secteur de l'énergie. On va vous présenter un projet qu'on a mené en collaboration entre DC Brain, qui est une petite start-up, et IDEX, qui est un gros groupe de l'énergie. L'idée, c'est de vous montrer évidemment que ce type de techno, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui sont maintenant matures et qui peuvent être industrialisées et utilisées dans un secteur qui est l'énergie à des fins d'efficience énergétique. Et on va également échanger avec vous. Nous, l'idée, c'est qu'on vous fasse une présentation en 15-20 minutes. Et ce qui nous intéresse, c'est principalement les échanges qu'on pourrait avoir ensemble. Et principalement aussi, on se permettra sans prétention de vous dire un peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les points auxquels il faut faire attention avant de prétendre de dire « je fais de l'intelligence artificielle ». Voilà. Tu peux pas juste... Du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux intelligents, la notion de smart grid. Alors, un réseau intelligent, un petit récap, c'est un réseau... Bon, vous êtes sans doute au courant de ce phénomène-là. Les réseaux énergétiques, ils évoluent. Il y a plusieurs grandes tendances. La première, c'est par exemple les consommateurs qui peuvent devenir producteurs. Vous pouvez acheter du PV et le mettre sur votre toit et vous devenez producteur d'électricité. Vous êtes fermier, vous mettez du biométhane, vous êtes producteur de gaz, etc. C'est des réseaux aussi... Du coup, il y a beaucoup plus de points d'injection sur le réseau. C'est des réseaux sur lesquels aussi il y a une autre notion, c'est la notion de consommateur. Donc le consommateur, il va avoir beaucoup plus d'infos sur sa consommation, il va vouloir essayer de la diminuer. Il y a aussi pas mal de sujets sur de l'écrêtage de consommation. Comment est-ce que je vais décaler des pics de consommation dans le temps pour pouvoir au final avoir une consommation d'énergie qui est stable, ce qui permet de stabiliser le système énergétique, etc. Et au cœur de ça, en fait, il y a la notion de communication, d'échange d'informations et de données. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer en quelques minutes comment la donnée permet de rendre un réseau d'énergie. En l'occurrence, on va ici aujourd'hui parler d'un réseau de chaleur. Comment la donnée peut rendre ces réseaux plus intelligents, plus efficaces et voire plus efficients. Voilà. Très bien. Donc, sans vouloir faire trop long, l'ambition de la France, c'est d'atteindre un objectif de neutralité carbone à hauteur de 2050. Nous, IDEX, nous avons un rôle central. En quelques mots, IDEX, nous sommes sur deux activités. La première, c'est les infrastructures énergétiques, donc les usines de valorisation énergétique, de la méthanisation, des biomasses et évidemment des réseaux de chaleur. Le cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui, il est sur un réseau de chaleur. Le deuxième volet de l'activité d'IDEX, c'est les services énergétiques. Pour faire simple, c'est tous les services à destination du bâtiment. Voilà. Pour DC Brain, peut-être. Ok, du coup DC Brain, nous qui on est? Alors on est une start-up, on a créé la start-up en 2015, enfin fin 2014. On a fêté les 5 ans hier d'ailleurs, ou avant-hier. On est une société, donc on est éditeur de logiciels, on est une trentaine de personnes, enfin, voilà un peu pour la carte d'identité. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'intelligence artificielle dédiée aux réseaux complexes. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors au tout début, si je fais l'historique de DC Brain, au départ, on venait du monde des data centers, on faisait de l'optimisation de réseaux de froid en data center. Alors on va se dire, ok, c'est assez spécifique, voire c'est de la niche. Un data center, je ne sais pas si vous savez, mais 70% de ses coûts, c'est de l'énergie. Ça consomme énormément en élec et en froid pour faire tourner et refroidir, les serveurs. Et en fait, le constat qu'on faisait à l'époque, c'est que les outils de gestion de ces réseaux-là n'ont pas été faits pour optimiser. Ils n'ont pas été faits pour optimiser les réseaux, ils ont été faits pour s'assurer que ça tourne. Il y a dans le serveur a trop chaud, ben on renvoie du froid. Et du coup, ça engendre des consommations élec ou gaz, etc. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va utiliser la donnée qui remonte de ce type de réseau. On va utiliser des technos d'intelligence artificielle pour aller identifier des patterns et pour aller, in fine, optimiser la consommation globale du réseau, pour que le réseau il vous coûte moins cher en fait. Donc on a commencé à bosser sur cette thématique dans les data centers, sur les réseaux de froid. Et très rapidement, on s'est rendu compte que cette technologie, qui est une technologie qui, in fine, permet de comprendre et optimiser des réseaux en temps réel, en fait, elle est applicable à plein de secteurs.
Donc on a continué à bosser avec des sites industriels, donc des data centers, mais pas que. Aujourd'hui, on travaille aussi dans la pétrochimie, dans le nucléaire, pour faire de l'optimisation de ce qu'on appelle des utilités industrielles, donc du froid, du chaud, de l'air comprimé, etc. Et puis, on a commencé à bosser avec un deuxième type d'acteurs, c'est les énergéticiens, qui sont au final des gestionnaires de réseaux complexes, mais à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une région, voire d'un pays. Typiquement, aujourd'hui, on va travailler, alors on va parler de ce qu'on fait avec IDEX sur la thématique des réseaux de chaleur, mais on travaille aussi dans le gaz avec GRDF, on aide GRDF à intégrer du biométhane, on travaille avec Enedis sur des sujets de réconciliation et de balancing de réseaux, on travaille avec des réseaux d'eau potable, etc., pour au final mieux comprendre et mieux optimiser ces réseaux. Et puis notre dernière verticale, c'est la supply chain. On travaille avec des transporteurs ou avec des logisticiens qui sont aussi des gestionnaires de réseaux complexes avec lesquels on bosse. Alors juste pour finir, sur DCBrain, nous ce qu'on propose de manière très concrète, on propose un logiciel qui vient s'interfacer avec vos logiciels classiques d'exploitation de réseau. Du coup, ce qui fait qu'on ne remplace rien chez nos clients, on ne remplace pas leur logiciel, on vient juste positionner une couche qui permet de rendre ces systèmes-là plus intelligents, plus efficaces, et in fine, le but, c'est d'optimiser, de réduire la facture liée à un réseau. Voilà. Donc, le cas d'usage, pour citer des noms, on n'a aucun problème avec ça. Nous exploitons le réseau de chaleur du Mets-sur-Seine et nous avions des problématiques de mixité énergétique. Donc, on avait tout intérêt à augmenter le taux d'utilisation de la géothermie, au détriment évidemment des autres énergies. Avant de parler d'intelligence artificielle, il faut déjà exploiter correctement le site. C'est-à-dire que quand vous choisissez un site pour mettre en place une solution d'intelligence artificielle, en tout cas c'est notre cas et on n'a pas honte de le dire, c'est plutôt le site qui nous a choisis. C'est-à-dire qu'il faut que le site réponde à un certain nombre de prérequis. C'est des prérequis très très importants avant de commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire on avait 3 objectifs. On a un objectif évidemment technique, c'est de réduire les températures du réseau, optimiser ces températures. Un prérequis quantitatif, de mieux faire la maintenance, de mobiliser nos techniciens d'exploitation en temps et en heure, qui soient réactifs. Et le 3e objectif est toujours le plus important, un objectif évidemment économique. Donc la solution d'intelligence artificielle que nous, on a mis au Mets-sur-Seine, c'est la solution de DCBrain. Et je vais laisser Benjamin présenter juste 2-3 ordres de grandeur sur les résultats que nous avons jusqu'à maintenant. Donc, juste avant de parler des résultats, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on fait chez DCBrain sur un sujet de réseau de chaleur? La première chose qu'on va faire, c'est mieux prédire la consommation. Au niveau de chaque consommateur, on va se dire exactement combien telle ou telle sous-station ou tel immeuble va consommer de chaud à tel moment. En fait, l'idée, c'est de se dire on va produire la bonne quantité de chaleur au bon moment et la pousser au bon niveau pour que le client il ait jamais trop chaud, trop froid et que le système soit parfaitement équilibré. Alors, peut-être que vous vous dites ouais, ça paraît quand même assez simple à faire. Juste une anecdote, je vous invite à aller voir les startups qui sont sous le pavillon France là-bas. Vous allez voir que là-bas il y a trop de clim, il fait à peu près 5 degrés là-bas, les gens ont très froid, donc ils sont tous avec leur manteau, c'est assez marrant. Et si vous basculez ici, tout le monde a chaud, par exemple dans cette pièce on a très chaud. Et pourquoi? Parce que gérer un système de climatisation à l'échelle d'un bâtiment qui est Paris-Bercy, c'est pas si simple que ça en fait. Et donc aller pousser au bon niveau, déjà bien comprendre, bien maîtriser les consommations, avoir un bon forecast des consommations et se dire telle personne ou tel immeuble, parce que c'est un immeuble résidentiel, va beaucoup se consommer au bon niveau à partir de 20h le soir, à partir de 6h du matin et surtout le week-end, versus un bâtiment avec un immeuble de bureau qui va beaucoup consommer entre 9h et 18h la journée en semaine, et d'affiner ces patterns de consommation, ça apporte de la valeur. Alors c'est la première brique, je répète, la prédiction de consommation. La deuxième brique, c'est arriver à se dire une fois que j'ai cette consommation, donc j'ai mon objectif, je dois fournir tant de chaleur à telle ou telle personne à tel moment, se dire comment je la crée cette chaleur, quelles unités de production je vais utiliser.
Dans le cas du Mets-sur-Seine, il y avait plusieurs unités de production. Il y a des unités de production de gaz, qui utilisent du gaz, du fuel domestique, ou du fuel tout court d'ailleurs, je ne me souviens plus, et de la géothermie. L'objectif, évidemment, la géothermie, c'est une énergie décarbonée. Donc la question qu'on va se poser, c'est en fonction d'une consommation évolutive, qu'on va réussir à prédire, comment je maximise l'utilisation de mon énergie décarbonée, donc la géothermie, je minimise le fuel et le gaz, sachant que le gaz coûte moins cher que le fuel, mais que j'ai des contrats gaz. Enfin, voilà, après, on rentre dans des complexités contractuelles qui font que la problématique d'optimisation, elle n'est pas si simple à résoudre. Elle est d'autant moins simple à résoudre que dans des journées un peu transitoires, enfin, juste pour... En fait, en gros, quand en hiver il fait moins 2 degrés, c'est facile. Il suffit de produire à fond avec du gaz et du fuel quelque part. On va alimenter en chaleur le réseau. Ce qui est compliqué, c'est des journées par exemple d'octobre où le matin il fait très froid, puis après il va faire 10-12 degrés, puis après le soir il fait froid. Donc des régimes transitoires, ça c'est compliqué à gérer. Et c'est là où des solutions d'intelligence ont vraiment toute leur place. Donc encore une fois, nous on a fait donc un modèle de prédiction déployé sur le Mai pour mieux prédire la consommation. Et puis après, on va recommander heure après heure un mix de production. Donc on va dire à l'opérateur de production, l'opérateur du réseau, eh ben, tu dois produire tant de chaleur avec la géothermie, tu dois produire tant de chaleur avec du gaz, avec du fuel. Et in fine, voilà ta facture énergétique sur la journée. Le but, à la fin, évidemment, c'est de réduire cette facture et s'approcher le plus possible d'une notion d'efficience énergétique. Voilà. C'est très clair. Quelques recommandations. Nous, assez clairement, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur les résultats obtenus à ce stade sur le Mai-sur-Seine, c'est que nous avons augmenté notre taux de couverture de géothermie de 1,5%. Ce qui est absolument énorme pour nous en termes déjà de facture énergétique. Concrètement, je pense que le modèle qui nous a été proposé par DCBrain permettrait, je ne peux pas être sûr, d'atteindre un objectif un peu plus important, mais on est en face d'un autre problème qui est, nous on échange avec des ingénieurs thermiciens, que ça fait 25 ans qu'ils respectent des équations mathématiques pures et dures. Et quand on fait appel à un acteur d'intelligence artificielle, il va nous sortir des préconisations que nous n'avons pas l'habitude d'appliquer. Et tout l'intérêt, c'est de réussir à convaincre un exploitant à 11h du matin, il faut qu'il arrête la chaudière gaz et il faudrait qu'il passe à une autre énergie où il faut qu'il baisse sa température à droite ou à gauche. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait parce qu'il a toujours écouté et regardé sa supervision. Il ne le fait pas et il ne peut pas piloter un réseau de chaleur avec rien. Mais quand on arrive avec des sujets d'intelligence artificielle, il y a un vrai sujet d'accompagnement au changement. Et surtout, si vous travaillez avec un acteur d'intelligence artificielle où ce n'est pas son domaine de l'énergie, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire un énergéticien, il va toujours vous sortir à peu près les mêmes équations, à peu près les mêmes préconisations. C'est des choses qu'on connaît déjà. Nous sommes un groupe de 4000 personnes. Nous faisons 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc on pense qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise comment il faut faire pour optimiser un réseau de chaleur. En réalité, si, parce que l'intelligence artificielle vous permet de faire parler de la donnée. C'est des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. En tout cas, certains d'entre vous, ceux qui n'ont pas encore travaillé sur ce genre de sujet. Donc, pour revenir sur avant le projet, il faut dire clairement qu'est-ce que j'attends d'une start-up, d'un fournisseur, d'un partenaire qui me propose une solution d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je veux améliorer le confort de mes clients et la facture énergétique, ce n'est pas un problème? Ou est-ce qu'il faut lister tout ça? Je dis des banalités, mais on a tendance, en tout cas nous les premiers, à ne pas forcément les faire. Le deuxième sujet, c'est évidemment, nous on a lancé un appel d'offres qui a été remporté par DCBrain, où on avait les partenaires, les autres ils ne sont pas forcément mauvais, mais c'est juste on avait des partenaires qui nous demandaient une quantité astronomique de données et qu'on n'a pas.
où qu'on a des données, mais il n'y a pas d'ontologie de la donnée, il n'y a pas de structure de la donnée, il n'y a pas forcément d'archivage, il n'y a pas forcément d'horodatage. Et il vaut mieux... le problème du big data, c'est la data, c'est pas le big. Il faut juste avoir peu de données bien structurées que d'avoir énormément de données qui ne servent à rien. Et nous, on s'est dirigé vers le réseau du Mets-sur-Seine parce que c'est un réseau qui est assez structuré en termes de data. Et on aurait bien aimé le faire ailleurs, honnêtement. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes en train on commence à avoir quelques mois, je dis bien quelques mois, c'est même pas quelques années, de données bien structurées pour pouvoir demain, dès l'année prochaine, mener des projets d'intelligence artificielle, parce que tout l'intérêt de travailler avec une structure solide qui fait de la vraie intelligence artificielle, il y a aussi beaucoup de gens qui font de la stupidité artificielle. En fait, tout le monde croit faire de l'intelligence artificielle, il y en a très peu qui font de la vraie intelligence artificielle. Tout l'intérêt, c'est de dupliquer le modèle que vous êtes en train de structurer sur un réseau. Si vous êtes incapable de le prendre, le modèle, sur un réseau A et de le mettre sur un réseau B, je pense que c'est une mission impossible. Je laisserai peut-être Benjamin me corriger, c'est impossible. Par contre, prendre le noyau dur d'un modèle et de le mettre sur un autre réseau, sinon vous rentrerez très difficilement dans vos frais. Si on n'est pas capable de travailler avec une structure qui nous accompagne aussi dans prendre un modèle A et de le mettre sur le modèle B. Et je pense que moi, de mon côté, je vous ai tout dit et tout l'intérêt, c'est qu'on garde un peu de temps pour échanger. Je vais juste compléter ce qui vient d'être dit sur cette collaboration, sur 2 points qui me paraissent super importants. Le premier, effectivement, c'est la donnée. En fait, il y a un peu une sorte de hype cycle de la data dans les grands groupes, c'est-à-dire qu'en 2010, tout le monde a dit il faut faire de la big data, c'est super. Il faut y aller, etc. Tout le monde a lancé des projets, des POC. Nous les premiers. Voilà, et tout le monde a lancé des projets. Et la conclusion, ça a été de dire il n'y a pas assez de données. Et donc, en gros, la conclusion de ça, la conséquence plutôt, ça a été de dire il faut rajouter des capteurs, etc. Et donc, il y a une sorte de course un peu sans fin, de se dire la donnée, il faut atteindre un dataset ou des jeux de données qui seront un jour parfaits avec plus de capteurs, avec des bons process, etc. Alors évidemment, il faut de la donnée, et généralement de qualité, mais l'idée selon laquelle un jour on arrivera à de la donnée parfaite, ou de qualité parfaite, elle est fausse, c'est pas possible. Et donc il faut à un moment savoir faire des choix en se disant, je vais dégrader la performance de mon modèle, mais mon modèle sera plus robuste dans le temps. Parce qu'il y a un certain nombre de données qui ne sont pas fiables ou qui me coûtent trop cher à les récupérer. Alors ça, c'est le premier point, c'est-à-dire ne pas attendre des datasets parfaits pour faire quelque chose, parce que sinon vous allez attendre tout le temps, enfin vous n'allez jamais commencer à vraiment utiliser ce type de techno. Et le deuxième point, c'est plutôt sur la collaboration avec IDEX. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette collaboration, c'est que ça a été fait dans le bon timing, c'est-à-dire que plus on a avancé, plus ça a accéléré, ce qui est généralement pas le cas. Donc je m'explique, on a beaucoup réfléchi au début du projet. Il y a eu une réflexion interne chez IDEX, donc ils ont cadré les choses, expression de besoin, etc. Ils ont sélectionné le bon prestataire, et on a commencé à bosser ensemble, et puis ça s'est accéléré. C'est pas souvent le cas dans la collaboration start-up grand groupe, où on va par exemple se dépêcher de faire un POC, se dépêcher sans vraiment se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment attendre, quel est le ROI qu'on va aller chercher, quels sont les besoins de mes utilisateurs. On se dépêche de faire un POC, puis après il se passe plus rien, après ça prend du temps, ça s'enlise, c'est flou, c'est mou, et ça emmerde un peu tout le monde. Alors que là, c'était vraiment bien cadré. Cet aspect de cadrage du projet, c'est vraiment un point clé quand on essaie d'intégrer, je reviens totalement, d'intégrer des nouvelles technos dans des process qui sont anciens, c'est des métiers plutôt anciens, et il faut le faire de manière vraiment ultra organisée, sinon ça marche pas, quoi. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas, moi je vous invite à vous intéresser, chacun à son niveau, aux normes internationales de structuration et d'archivage de la donnée. Il y a beaucoup de groupes qui, comme il le dit, qui veulent avoir un maximum de données et ils se disent un jour on en aura besoin. En fait, et on verra. Pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire, mais le jour où on saura quoi en faire, il faut que la donnée soit là. Cette donnée-là, si elle n'est pas structurée, je vous donne juste 2 noms. C'est pas forcément ceux-là qu'il faut choisir. Bon, en tout cas, c'est les normes que nous on utilise. Il y a Brick Schema et il y a iStack. Voilà.
c'est 2 normes internationales qui permettent aussi, ce qui est très important, de permettre une réversibilité pour le client. Le client, il n'a pas à subir notre manière de structurer la donnée. Si je prends un bâtiment que moi j'exploite pendant 10 ans, si 10 ans après, c'est un autre prestataire qui prend en exploitation ce bâtiment-là, il faudrait qu'il le prenne avec 10 ans de data. Les datas appartiennent au bâtiment, les datas appartiennent au client. Et si moi je structure correctement ma donnée ou le prestataire d'après, il est capable de lire cette donnée-là, c'est vraiment, on a tout gagné, le client est gagnant, moi je respecte ce bâtiment-là, je respecte mon client, et le prestataire d'après, il permet au bâtiment de monter en puissance, ainsi de suite. C'est Brickschema, iStack, 2 normes très différentes, mais 2 normes existantes, très importantes pour structurer, archiver vos données. Quand Benjamin va venir vous voir pour vous demander de faire de l'intelligence artificielle, si vous avez de la donnée pas structurée, il aura du mal à travailler. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. S'il vous plaît, parce que je ne vous entends pas. Alors, la question de madame, est-ce qu'on peut partir d'une norme à une autre? Moi, je ne suis pas informaticien. Voilà. Moi, je ne me suis même pas présenté. Moi, je suis en charge d'un service qui s'appelle Smart System et Innovation. Concrètement, oui. Maintenant, si vous me dites comment, je vais sécher. J'en sais rien. Il y a des briques intermédiaires quand vous récupérez un bâtiment avec des données structurées en iStack. Si vous êtes en Brickschema, par exemple, et il y a une possibilité de transfert, mais il y a un petit peu de boulot, et je suis incapable de vous dire ça correspond à quoi. Une question. Pardon. Quelle forme prend la restitution des données et des résultats qui vous viennent de DC Brain? C'est quoi? C'est un tableau de bord? Alors, on a deux choses. On a déjà une plateforme. C'est un modèle qu'on interroge tous les jours. C'est-à-dire, ce modèle-là, il est alimenté automatiquement de notre supervision, qui va lui donner les températures, les DGU, les consommations de la veille. Et ce modèle-là nous donne une préconisation de nous dire de 8h à 9h30, vous allez démarrer telle énergie. À 9h30, il faut arrêter ça et de passer à ça. Ça, c'est un modèle qu'on utilise. Ce même modèle, il nous permet de restituer des tableaux de bord, c'est-à-dire je peux, je ne sais pas si tu as des copies d'écran à montrer. Non, ouais. Vous voyez pas beaucoup, mais vous avez la possibilité d'éditer des rapports en PDF. C'est ça? Je ne sais même plus d'ailleurs. En gros, nous on a beaucoup bossé sur le côté opérationnel de l'interface. Donc il y a 2 interfaces chez DC Brain. Il y a une interface tableau de bord classique, BI classique. Et puis une interface réseau digital. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une interface métier. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on ne propose pas un outil de data science pour des data scientists, mais pour des opérationnels, des gestionnaires de réseau. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous, on pense qu'il n'y a pas énormément de valeur dans notre interface. C'est que si vous avez déjà des choses, vous avez déjà investi dans du Power BI, dans du tableau, dans du XYZ, etc., nous, on peut se plugger avec ça via des API. On n'est pas là pour multiplier le nombre d'outils qui sont utilisés par les opérationnels. Ça ne marcherait pas. Mais on est là pour plutôt proposer quelque chose de très modulaire et très souple. Merci. La question, c'était l'interface. Peut-être il a déjà posé la question un peu. L'interface entre vous, IDEX, et DC Brain. Qu'est-ce que vous avez fait et DC Brain? Et en fait, la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place en réalité? Ce sont des alertes, conseils, ou est-ce que c'est une régulation passive ou active? Vous n'êtes pas dans la boucle, donc... Je pense que votre question, je la comprends, elle est très ciblée. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a un modèle qu'on estime très robuste, tout simplement parce qu'il nous a déjà permis aujourd'hui de faire un petit peu d'économie. Je ne sais pas si ça vous parle, 1,5%. Je trouve c'est faible, donc c'est pour ça que je demande. Ça correspond à 100 000 euros. Voilà, je comprends que c'est vraiment... on aimerait bien faire plus. Aujourd'hui, nos exploitants réseau,
le modèle de DC Brain, on l'a mis en place il y a en mars, non ? En mars de l'année dernière. Donc entre mars et maintenant, il y a beaucoup de mois où le chauffage était éteint. Donc le vrai sujet pour nous, il est à partir de maintenant au mois d'octobre. Et concrètement, ce qu'on a fait entre mars et maintenant, c'est de montrer à l'exploitant qu'il peut faire confiance à l'outil, qu'il arrête de faire ce qu'il a l'habitude de faire et qu'il accepte quand on lui dit c'est bon, tu peux arrêter telle chaudière, ben, qu'il le fasse, parce que concrètement on prend aucun risque de l'arrêter, sauf que lui il dit bah non, je vais avoir tel quartier qui va me tomber, tous les habitants vont débarquer dans la chaufferie, il a peur de faire ça. Donc on n'a pas encore de commande directe entre le modèle qu'on nous propose DC Brain et la régulation. Donc il y a un homme entre les deux qui dit ok, ça je fais, ça ben, je n'ai pas l'habitude de le faire. Concrètement là au mois d'octobre on a envie et on fait tout pour qu'on ne touche plus, qu'on laisse le modèle travailler pendant 2 mois. Mais si aujourd'hui nous sommes assez matures pour faire ça, mais tout simplement parce qu'on l'a observé pendant 4-5 mois et on est plutôt rassuré, ils ont corrigé des choses, mais ce n'est pas une régulation, le modèle décide et les équipements répondent à ce stade. Je ne sais pas si ça a répondu à oui, donc c'est à question. vous de mettre en place la régulation en fait, c'est pas DC Brain. En fait, le modèle, il nous dit ce qu'il doit faire, ce qu'on doit faire, et on le fait. Et si, je ne vous dis pas qu'on fait tout à ce stade. Tout l'intérêt, c'est de faire tout ce que le modèle dit. DC Brain donne les trends, mais ce n'est pas une modélisation du système. C'est vous qui le faites. Non, on a un modèle. Okay. C'est vous ou DC Brain? C'est DC Brain qui fait le modèle, en fait. Ouais. Bonjour. Bonjour. Quels sont les clés ou les éléments, les facteurs clés pour savoir les sites qui sont révélateurs comme le MEI, qui ont une structure qui est viable? Quels sont les éléments clés qui font que ces sites sont, comme vous avez dit, c'est le site qui nous choisit en fait, qui vous choisit. Faut que le site réponde à un certain nombre de prérequis. J'en cite quelques-uns. Il faut avoir un minimum d'historique. Si vous ne savez même pas comment il fonctionne votre site, vous ne pouvez pas faire de l'intelligence artificielle. On n'y est pas. Il faut que la donnée soit... Quand vous voyez un 1, il faut savoir c'est le 1 de quoi. Si vous avez des températures, il y a des gens ici, des startups qui font tout ce qui est IoT, objets connectés, mais ils vendent des objets, mais on sait qu'il fait 20 degrés, mais on ne sait pas où. En fait, la sonde, elle vous dit il fait 20 degrés, mais on ne sait pas où elle est. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut que la donnée, qu'on sache à quoi elle correspond. Et il faut, je pense, choisir le bon partenaire. Parce que beaucoup de gens pensent faire de l'intelligence artificielle. Voilà. Déjà, il faut qu'on régule, qu'on supervise correctement, qu'on exploite correctement un site. Et une fois il est bien exploité, on va chercher le 1% supplémentaire, le 2% supplémentaire. Et là, l'intelligence artificielle joue un rôle central pour ça. Si votre site il est déjà pas supervisé correctement, c'est pas la peine de faire de l'intelligence artificielle. Et tourner vers l'avenir, quand est-ce qu'on va voir ce genre de sites qui vont se généraliser, qui sont bien structurés? Je pense qu'on les a et on n'est pas les seuls. En fait, nous, on a corrigé un petit peu le tir. Voilà, on pensait sur certains sites, on pensait qu'on avait beaucoup de données. Et on les avait en fait, mais on avait beaucoup de quantité, très peu de qualité. Et justement, on a changé de site 2 fois. En fait, avant d'arriver au Met-sur-Seine, parce que eux aussi vous disent vous êtes gentils, vous voulez faire de l'IA sur tel site, mais ils vous disent moi dès le départ, avant de commencer, je vais vous dire que votre site, vous avez d'autres problèmes à régler avant de faire de l'IA. Et c'est pour ça, l'avenir, c'est maintenant, on pense nous qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler avec des modèles, avec des partenaires comme DC Brain. Avant chaque projet, effectivement, nous, on valide ces prérequis, en particulier la donnée. Donc, on a une sorte de pipeline de traitement de la donnée qui nous permet de dire assez rapidement si oui, c'est possible, non, ou quelles seraient les conditions qu'on pourrait mettre en place ou les choses qu'on pourrait mettre en place pour que ce soit possible. Et il faut s'en assurer parce que sinon, après, tout le monde est déçu, le prestataire comme le client, parce qu'en fait...
Enfin, on revient au début de l'histoire, quand on revient à 2010, ça marche pas parce que y a pas de données et tout le monde est pas forcément satisfait. Donc ouais, la sélection des sites est super importante. Avant de démarrer un test, vous devriez avoir une équation mathématique qui vous prouve à 100% que vous allez au moins rentrer dans vos frais. Ok. Donc voilà. Donc il faut que le site, eux, ils te disent sur celui-là, tu vas être déçu de moi. Donc tu ne réponds pas, tu ne coches pas toutes les cases et c'est plutôt rassurant. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'ai une dernière question. Est-ce que lorsque vous déployez